Bonjour chers tous, moi c'est Daniel Sefania, Bienfait. Nous sommes là pour la formation complète en télédétection appliquée au système d'information géographique. C'est une formation qui a pour objectif l'élaboration des projets cartographiques. Et donc, si vous regardez bien, dans notre formation, nous avons des domaines. Nous avons la télédétection, nous avons aussi les systèmes d'information géographique, appelés encore cartographie. Alors, étant donné que la télédétection est un vaste domaine, nous avons voulu appliquer ça au système d'information géographique et donc à la cartographie. Pour notre formation complète, nous aurons à voir ensemble 4 modules, comme sont énumérés là-bas. Le module 1, c'est l'introduction au système d'information géographique et à la télédétection. Le module 2, c'est la prise en main de QGIS et gestion des données. Le module 3, c'est le traitement d'images satellites. Et le module 4, qui est le dernier module, c'est la production cartographique. Nous commençons directement avec le module 1. Mais avant que nous puissions commencer, je dois d'abord vous parler des domaines d'intervention ou domaines d'application de notre formation basée dans la télédétection appliquée à la cartographie ou appliquée au système d'information géographique. Comme vous le voyez, les systèmes d'information géographique et la télédétection sont des outils transversaux appliqués à de multiples domaines. Les deux domaines se croisent quelque part et nous produisent ce qui suit. Dans le domaine de l'environnement, on peut faire la surveillance de la déforestation, suivi de la qualité de l'eau, cartographie des habitats naturels, avec des différentes cartes que nous aurons à élaborer avec vous. Et donc, il y a des cartes qui sont là pour la surveillance de la déforestation. Il y a des cartes qui sont là pour suivre la qualité de l'eau. Il y a des cartes qui sont là pour gérer les écosystèmes. Nous allons dans le domaine de l'urbanisme. Nos deux domaines ici, où parlons de la cartographie, elle est très importante dans la planification des réseaux de transport suivi de l'étalement urbain. Je donne un exemple. Un espace donné, un espace naturel, on veut y mettre des routes, on veut tracer des routes, on veut y mettre une ville. Alors, étant donné qu'on n'a pas l'idée de cet espace, là où se situent les cours d'eau, le nord c'est où, il faut qu'il y ait une carte qui va représenter ce milieu. C'est sur base de cette carte qu'on va savoir maintenant, la route nous pouvons la placer de l'autre côté, ça ne peut pas empêcher, on peut placer les marchés ici, les gens peuvent construire ici et il y aura une très bonne circulation, une très bonne connexion entre les différents coins de la ville. Donc la carte est très importante dans l'urbanisme et l'aménagement. À part ça, nous parlons aussi de l'agriculture de précision.
Et donc ici, il y a des cartes qui sont là pour surveiller la santé des cultures. Là, on utilise un indice appelé NDVI. Là, on dit, c'est un sigle, c'est en anglais. Mais en français, on commence par les I, qui veut dire indice. On prend V, végétation. On prend D, différence. On prend N, normalisé. Indice de la végétation, différence normalisée. C'est un indice qui se calcule dans les logiciels qu'on va utiliser pour la cartographie. Cet indice a pour objectif de détecter la qualité, la santé des cultures, et donc de la végétation seulement. La culture, la végétation, c'est dans les mêmes champs. Ok? Et donc ici, il y a des chiffres, des nombres qu'on va voir avec vous lentement dans la formation. On calcule ça et puis ça nous donne directement la santé de la végétation. Et on peut suivre ça au courant d'une période donnée. On peut regarder en 1990, nos cultures étaient comment, et en 2024, nos cultures ont déjà quelle santé, ou en 2026, nos cultures ont déjà quelle santé, à partir de cet indice appelé NDVI. On peut aussi faire la gestion de l'irrigation et des engrais, toujours dans la cartographie. À part ça, il y a un autre dernier domaine, quatrième domaine, c'est la gestion des risques. Ici, on écrit modélisation des inondations. Par exemple, je donne un exemple d'un milieu qui se situe le long ou sur le littoral d'un lac. Alors, on fait peut-être cartographier les zones inondables, les zones à haut risque. Il y a des milieux situés sur des montagnes. À tout moment, il doit y avoir des glissements. À tout moment, des glissements de terrain. À tout moment, il doit y avoir des érosions. On peut faire la cartographie des marques érosives pour détecter là où il y a plusieurs érosions, et les environnementalistes peuvent déjà proposer quelques solutions palliatives à cette catastrophe naturelle. Vous voyez ça, à ces risques environnementaux. C'est ça. Et donc, la cartographie est très très importante. C'est un domaine plus vaste qui œuvre dans plusieurs domaines. Ça dépend de votre utilisation. Oui, nous avons cité ici, ce n'est pas seulement les 4 domaines. Il y a d'autres, mais ça dépend d'un utilisateur à un autre. Bien, merci beaucoup. Nous passons aux différentes réalisations maintenant. Les différentes réalisations dans la cartographie. Ici, je vous présente la première carte, c'est la carte administrative de la ville d'Uvira. Et donc, ici, je peux dire que ce sont des types de cartes. Le premier type, c'est la carte administrative. Et ça, c'est une carte administrative. Comme vous voyez, il y a les découpages. Il y a la couleur mauve qui représente la commune, couleur jaune, couleur orange. Et donc, ce sont des communes. Directement, ça, c'est une carte administrative. À part ça, il y a aussi une carte appelée modèle numérique de terrain. Modèle numérique de terrain, c'est une carte qui prélève ou qui représente un milieu avec les altitudes. Et donc, vous voyez un milieu de la plaine aux montagnes s'il y a des montagnes, des hautes montagnes s'il y a des montagnes. Et donc, ça représente vraiment les terrains avec des altitudes. Comme vous voyez, la légende l'explique. La couleur verte foncée représente le milieu qui est situé sur une altitude de 760. Et la couleur rouge foncé représente une altitude
ou représente un millier qui se situe à 1181 mètres d'altitude. Et la troisième carte, c'est une carte d'occupation du sol. Quand vous regardez bien, il y a plusieurs couleurs. C'est une carte d'occupation du sol. Et donc, une carte qui représente la manière dont les habitants sont en train d'utiliser les sols. Et donc ici, pour la légende, on écrit zone forestière. Quelque part ici, zone forestière. Ici, on écrit zone à conflit d'usage, zone bâtie, ou zone montagneuse. Zone forestière, ce sont des milliers, là où nous trouvons des forêts. Donc quelque part ici, ce sont des forêts qui se trouvent dans ce milieu ici. Ici, on écrit zone à conflit d'usage. Ce qui veut dire que c'était des zones forestières, il y avait des forêts, mais les gens commencent à cultiver, les gens commencent à couper ces arbres. Alors, cette zone ici est appelée maintenant zone à conflit d'usage. Et puis là-bas, on écrit zone bâtie. Quelque part ici, il y a des couleurs blanches. Zone bâtie, c'est un terme cartographique qu'on doit toujours utiliser pour remplir notre légende, mais avec une signification. Zone bâtie pour dire zone habitée. Donc la zone là où se trouvent des gens, là où les gens construisent leurs maisons. C'est ça, donc zone bâtie, là où vous trouvez la couleur blanche, c'est ça, la zone bâtie. Et puis la couleur bleue, c'est toujours l'eau, comme vous le savez bien. Et la couleur chocolat ici, sont des montagnes. Donc des zones montagneuses, quelque part ici, sont des montagnes. Ça, c'est une carte de Bahemba Cid. Une carte de Bahemba Cid, c'est parmi quoi? C'est parmi les territoires. C'est parmi les chefferies de la province d'Ituri. J'étais en train de faire une carte d'Ituri. Et puis, ça c'est une chefferie appelée Bahemba Sud. Et ça, c'est le lac Albert. Le lac Albert. Et donc, ce type de carte ici, c'est ce qu'on va réaliser avec vous. Il y a d'autres ici. Il y a d'autres. Bien. Ça, c'est une carte du territoire d'Ouvira. Comme vous voyez bien, c'est tout simplement une représentation, un modèle numérique d'un millier. Ça, c'est le territoire d'Ouvira. Alors, c'est qu'on met ici, l'image qu'on met en arrière-plan, c'est une image satellitaire des reliefs. Et donc, pour les gens qui comprennent facilement, ils vont directement voir. Donc, les niveaux les plus bas se trouvent à l'est et les niveaux les plus hauts se trouvent à l'ouest. Vous voyez qu'à l'ouest, il y a des montagnes, à l'est, il y a une plaine qui est là-bas. Et donc, ça représente un relief. Et puis, ça démontre réellement où se trouvent les niveaux les plus bas et les niveaux les plus hauts d'un millier. C'est ça. Et puis, il y a une autre carte ici. Ça, c'est la carte du bassin versant. La carte du bassin versant de la rivière Elila. La rivière Elila se trouve dans la province du Sud Kivu. Vous voyez la province là-bas. Alors la rivière Elila est là. Ça, c'est son bassin versant. En quoi le bassin versant est important? En quoi la cartographie des bassins versants est importante? Ce que je dis là-bas. La carte qui représente les bassins versants d'une rivière quelconque, elle met en évidence la zone de collecte des eaux ainsi que la direction générale du drainage. Et donc ici, c'est très important. Pourquoi? Parce que après avoir réalisé une telle carte, c'est dans un but éducatif et dans le sens de la sensibilisation à la gestion des ressources hydriques locales. Surtout ça. Et donc, pour faire ça, c'est aussi contribuer à la gestion
des ressources hydriques. Ça peut être national, ça peut être local, ça peut être de n'importe quel niveau. Ce sont là les différentes réalisations que j'ai faites et nous allons aller faire avec vous. Lentement, nous allons y arriver, carte par carte. Et là maintenant, après avoir vous parlé comme ça, nous débutons maintenant notre formation proprement dite avec le premier module. Bien, le premier module est là, intitulé Introduction au système d'information géographique et à la télédétection. Objectif du module, le premier objectif, c'est de comprendre les concepts fondamentaux des SIG et de la télédétection. Comme vous voyez bien, nous serons en train de répéter chaque fois SIG et SIG. Ne soyez pas surpris. C'est un sigle qui veut dire système d'information géographique. Deuxième objectif du module, c'est de distinguer les principaux modèles de données. Les deux principaux modèles de données, ils sont là, les données vectorielles et les données raster. Le troisième objectif de notre premier module, c'est de maîtriser les notions de géodésie essentielles, projection, système de coordonnées. Ce sont là les objectifs de notre premier module. Alors, directement, nous allons passer aux bases du SIG. Les bases du système d'information géographique. Premièrement, nous aurons d'abord à définir c'est quoi les systèmes d'information géographique. Les systèmes d'information géographique est un ensemble organisé de matériels, de logiciels, de données géographiques, de personnel et des procédures conçues pour acquérir, stocker, manipuler, analyser et afficher toutes les formes de données géographiquement référencées. Dans un français facile, on peut dire que le système d'information géographique est l'ensemble des techniques, ensemble des matériels qui nous permettent d'élaborer les différents projets en cartographie ou qui permettent l'élaboration des cartes. C'est ça d'une manière brève. Et donc, si vous entendez parler du SIG, cela veut dire que le SIG regorge les matériels, regorge les procédures qu'on utilise pour aboutir à l'élaboration d'une carte. C'est ça SIG, c'est ça système d'information géographique. Après cette définition, nous allons directement parler des modèles de données maintenant qu'on utilise dans SIG. Qu'est-ce qu'on utilise dans SIG? Pour élaborer la carte, il faut quoi? Et ces données proviennent d'où? Nous allons d'abord parler des types de données, les données qu'on utilise dans SIG. Et là, je vais vous dire maintenant d'où proviennent ces données-là. Bien. À part cela, avant que nous puissions parler de ces données, je vais d'abord entamer les composantes du SIG. Excusez un peu. Ici, nous avons trois colonnes. Nous avons la colonne, on écrit composante. La deuxième colonne, c'est les rôles. La troisième colonne, c'est l'exemple. Pour la première colonne, nous avons d'abord besoin de matériel pour élaborer une carte.
pour avoir une carte, le SIG a besoin de matériel. Matériel maintenant, on a besoin d'un ordinateur, on a besoin d'un serveur, on a besoin de périphériques comme GPS, scanner. À quoi sert l'ordinateur? L'ordinateur, c'est là que s'effectue maintenant l'élaboration. C'est dans l'ordinateur. Serveur, c'est pour stocker les données. Périphérique GPS, c'est pour collecter d'autres données à l'extérieur et les intégrer à l'intérieur. Et l'exemple ici, on dit un PC performant pour exécuter les analyses. Donc pour réaliser une carte avec SIG, on doit avoir un PC performant. Un PC performant, pourquoi? Parce que les logiciels de cartographie sont des logiciels pesants. Donc, il faut une machine ou un ordinateur capable, un ordinateur qui a un bon processeur, une machine ordinateur qui a une très bonne capacité mémoire ROM pour stocker les données et permettre aussi la rapidité pour qu'il n'y ait pas de lenteur quand nous serons en train même d'installer le logiciel, insérer les données, télécharger d'autres extensions pour les installer dans les logiciels. Donc, il nous faut vraiment un PC performant pour exécuter les analyses. À part ça, nous aurons besoin des logiciels. Les logiciels pour la cartographie. Il y en a beaucoup de logiciels qui existent actuellement. Les programmes permettant le traitement des données, des SIG, ici on a dit QGIS, on a dit QGIS et on a dit aussi ArcGIS. Ils sont là, les deux que je voulais énumérer. Mais actuellement, il existe nombreux. Même les deux que j'ai donnés ici, nous n'allons pas les utiliser tous. Nous allons seulement utiliser un seul. Et celui qu'on va utiliser va nous permettre d'élaborer toutes les cartes là que je vous ai montrées. Et c'est bien lui qui les a fait. Alors, les autres logiciels, il y en a assez comme je vous les avais dit. Je pense que vous avez la question par rapport au choix. Pourquoi j'ai voulu choisir seulement QGIS à part ArcGIS. Parmi tous les logiciels qui existent actuellement de la cartographie, il n'y a que QGIS qui est gratuit. Donc, vous pouvez les télécharger facilement. À la fin, je vais vous partager les liens ou télécharger QGIS gratuitement. Ce n'est que vos forfaits internet. Et donc, juste vous cliquez dans les liens et vous allez les télécharger facilement avec les données 1 GB, 1,5 GB, vous pouvez l'avoir déjà. C'est ça, c'est pourquoi j'ai choisi QGIS et c'est aussi un logiciel performant simple parmi les logiciels qui réalisent des cartes. QGIS est le premier logiciel qui fait une très bonne mise en page. Très bonne mise en page. Là, je vous dis, très bonne mise en page, plus que tous les logiciels qui existent de la cartographie. QGIS s'adapte dans beaucoup de choses. Heureusement qu'on l'a disponibilisé gratuitement. C'est ça. Et ici on dit données, on dit l'information géographique elle-même. Je vais vous dire les types de données qu'on utilise. Exemple, les limites d'un pays, les routes,
les images satellites. Ici, pour faire la carte, on a besoin des limites d'un pays, les routes, les images satellites. D'où maintenant on va faire sortir ces limites d'un pays. On va les faire sortir où? Est-ce que quand vous téléchargez les logiciels, ça vient là même dans les logiciels ou soit? Les routes, on va les faire sortir où? Est-ce que ça vient là même? Les images satellites, est-ce que ça vient là même? Non, absolument non. Vous téléchargez le logiciel est là. C'est comme quelqu'un qui a Adobe Photoshop. Il a son logiciel juste pour faire quoi? Pour faire des designs, des photos, mais les données sont à l'extérieur. Les logiciels aussi QGIS, les données sont téléchargeables facilement, gratuitement, avec les liens que je vais vous partager. Donc, je vous promets, vous partagez des liens. Les liens pour télécharger l'application QGIS et les liens pour partager les données qu'on utilise dans QGIS. Les limites d'un pays, les routes, les images satellites, les cours d'eau, les chemins de fer, les parcs nationaux, les pays, les provinces, les localités, les collectivités, les groupements, tout ça sont des données qu'on utilise. Et puis, les méthodes ici, on dit les procédures de travail et protocoles d'analyse. Exemple, la création d'une zone tampon ou une classification. Là, vous allez voir, les méthodes de maintenance, c'est ce qui constitue notre formation. Comment est-ce qu'on fait pour réaliser une carte? Lentement, nous serons en train d'étudier ça. Utilisateur. Un utilisateur dépend, ça dépend vraiment. Ça peut être un étudiant, ça peut être un professionnel, ça peut être un exploitant, ça peut être un professionnel, je l'ai déjà dit, ça peut être un passionné, quelqu'un qui veut seulement apprendre QGIS, ça peut être n'importe qui, celui qui sera seulement à mesure d'apprendre, celui qui a le courage d'être là, suivre les vidéos, et donc celui qui est seulement là pour faire des recherches en cartographique, il va directement réaliser une carte. C'est ça. Après les composantes maintenant, c'est par là que nous allons parler maintenant des modèles de données utilisés dans les systèmes d'information géographique. Quels sont ces modèles? Ils sont comment? Et les données là sont comment? Est-ce que ce sont des chansons? Est-ce que ce sont des vidéos? Comment est-ce qu'on les enregistre? Donc, on va voir les types là des données qu'on utilise dans QGIS. Maintenant, les types de données sont là. Nous avons deux types de données. Nous avons les modèles vectoriels et les modèles raster. Pour les modèles vectoriels, description, représentation du monde réel par des entités discrètes, points, lignes, polygones, définies par leurs coordonnées x, y. Usage, cartographie des limites précises, parcelles, routes, réseaux, villes. Alors ici, ça veut dire quoi? Pour les modèles vectoriels, ce sont des données qui représentent un monde réel par des entités. Je donne un exemple. Un pays, c'est un contour, comme un cercle comme ça. C'est comme un cercle. Un contour, bon, ça peut avoir des méandres. Ça peut avoir des méandres. Voilà, ça c'est un modèle vectoriel. Et le modèle vectoriel, c'est un modèle, après avoir fini de travailler dans QGIS, vous avez fait votre carte. Soit c'est un pays que vous avez fait, et puis vous voulez l'enregistrer. Une fois que vous l'enregistrez dans votre serveur, ça devient un modèle vectoriel. Ça devient un modèle vectoriel. Et le modèle vectoriel a trois autres types. Il y a les points, il y a les lignes, il y a aussi les polygones.
Les polygones, c'est ça les pays, les contours. Donc, une donnée comme contour, c'est ça, polygone. Ligne, c'est quand? C'est une ligne comme ça peut être une route, ça peut être un cours d'eau, ça peut être un chemin de fer, c'est une donnée vectorielle, ligne. Point, c'est quand c'est juste un point seulement. Dans une entité, vous allez voir, il y a des points, des groupements. On écrit seulement groupement ici, des points. Dans une province, on met des points, sont des avenues peut-être. Ce sont là des points. Mais, appelez modèle vectoriel. Et le modèle vectoriel s'enregistre avec une extension SHP. Vous allez voir dans QGIS, je vais vous rappeler de ça. C'est ça un modèle vectoriel. Alors, on utilise ça dans QGIS, ces modèles, on utilise dans QGIS, on utilise dans tous les logiciels de cartographie. Et juste, on peut faire ça, on peut faire une cartographie d'une parcelle, la cartographie des routes, la cartographie des villes, avec des données vectorielles. Avec des données vectorielles. Données vectorielles, je peux donner un autre exemple. Pour réaliser, par exemple, la carte administrative. La carte administrative, on doit avoir besoin de données vectorielles. Deuxième modèle, c'est le modèle raster. Le modèle raster, description, représentation du monde réel par une grille de cellules pixels où chaque cellule contient une valeur unique. Intensité lumineuse, température, altitude. Usage, image satellitaire, modèle numérique des terrains, carte d'occupation du sol. Les modèles numériques de terrain, c'est très différent alors du modèle vectoriel. Le modèle numérique de terrain, c'est tout juste une image. Une image qu'on prend soit au satellite donné et puis on va l'intégrer dans QGIS. On commence maintenant à extraire les informations à partir de cette image. Là, étant donné que cette image-là, étant donné que cette donnée-là est une image, ce n'est pas un modèle vectoriel. C'est déjà un modèle raster. Raster. C'est ça un modèle raster. Excusez un peu ici, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour les modèles vectoriels, ici on dit ces modèles, c'est une représentation du monde réel par des entités discrètes définies par leurs coordonnées. Il y a les coordonnées, les modèles vectoriels ont déjà des coordonnées propres. Et les coordonnées sont représentées comme ça. Il y a X et il y a Y. Ça représente la latitude et ça représente la longitude. C'est ça. Ça, on viendra voir dans la suite. Donc, la deuxième session après celle-ci. Ce que je viens de dire, c'est le modèle de raster. Le modèle raster, c'est un modèle, une donnée qu'on utilise dans QGIS. Toute donnée sous forme de l'image, c'est un modèle raster. Toute autre donnée qui n'est pas forme de l'image, c'est le modèle vectoriel. C'est ce qu'il faut retenir par les deux modèles de QGIS qu'on utilise. Alors, on avance avec la suite. Après avoir vu les modèles de données spatiales, on part directement dans les systèmes de projection. Système de projection. Système de coordonnées et projection. Pour localiser une donnée sur la Terre, les systèmes d'information géographique utilisent un système de référence des coordonnées
on a toujours abrégé ça par SRC. SRC, système de référence des coordonnées. Merci. Alors, j'ai mis un croquis ici. Il y a les planisphères, comme vous le voyez bien. Et il y a des lignes qui passent horizontalement. En commençant par l'équateur, les lignes passent là. La ligne équateur passe là-bas. Et il y a d'autres lignes qui suivent horizontalement. Ça, ce sont des lignes appelées les latitudes. Les latitudes. Et puis, il y a d'autres qui passent verticalement. Les lignes qui passent verticalement, ce sont des lignes qu'on appelle les longitudes. Alors, ici, noir, c'est ça, la longitude 0. Donc, longitude d'origine, méridien d'origine. Et l'autre ici qui passe au milieu, c'est ça, les parallèles ou la latitude de 0 appelée l'équateur. Une fois vous éloignez de l'équateur, la latitude aussi augmente de degrés. Là, c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 80 jusqu'à 90. Donc, il existe 90 parallèles, de 0 jusqu'à 90. En quittant, ici nous sommes au nord, dans l'hémisphère nord, parlons aussi de l'hémisphère sud. De 0 jusqu'ici, il y a aussi 90 parallèles. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 parallèles. Les tout, 180 parallèles. Donc, la Terre comprend 180 parallèles, appelés encore 180 latitudes. Alors, ici aussi, pour les lignes verticales, que nous avons appelées les méridiens ou les longitudes, à partir de 0, dans l'hémisphère est, nous avons 180 méridiens. À l'ouest également, nous avons 180 méridiens. Les tout ensemble fait 360 méridiens. Il existe 360 méridiens. Maintenant, ces méridiens servent à quoi? Ce sont des coordonnées, ce sont des chiffres. Vous voyez ici, il y a 40. Quelque part ici, je peux pointer par exemple, là on écrit Stockholm. Stockholm. Ou bien ici Moscou, la capitale de la Russie. Moscou, vous voyez là c'est noir. Cela veut dire quoi? Tout milieu ici sur la Terre possède les coordonnées géographiques. N'importe où, moi je suis à Uvira. Ici à Uvira, là où je pointe, je mets les curseurs. Il y a des coordonnées propres de la ville d'Uvira. Cela veut dire quoi? Il y a d'autres lignes qui sont imaginaires qu'on n'avait pas démontré ici pour ne pas rendre la carte illisible. On a mis, il y a des lignes ici, il y a aussi des chiffres de 20 jusqu'à 40, il y a aussi des chiffres là-bas qui passent verticalement, il y a d'autres qui passent horizontalement et ça se croise là-bas. Ça donne déjà un point. Et puis on va vous dire que Uvira, la ville d'Uvira, est située à une, et on peut dire, est situé soit à une longitude de 29 degrés quelque part ici, et à une latitude de -3. Latitude de -3. On utilise moins pourquoi? Parce que tous les milliers, toutes les entités qui se situent au sud de l'équateur, on utilise les signes moins. Veut dire que ce sont les milliers qui se trouvent dans l'hémisphère sud. Et toutes les entités qui se trouvent dans l'hémisphère nord, on n'utilise pas les signes moins. Donc on laisse vide. C'est le même cas pour les entités qui se situent dans l'hémisphère ouest, à l'ouest du méridien de Greenwich. On utilise les signes moins pour ces entités-là.
Ce sont là les coordonnées géographiques. Alors, avec QGIS, pourquoi elles sont très importantes, ces coordonnées géographiques? Elles sont très importantes parce que vous pouvez les avoir comme ça et vous les amenez dans QGIS facilement et ça vous amène votre milieu propre là où vous êtes. Donc c'est comme une forme de géolocalisation. Vous vous localisez. À partir de ces coordonnées-là, quelqu'un peut être en Europe, il peut vous envoyer les coordonnées, il vous dit, je veux que vous me fassiez une carte de tel pays ou d'un tel milieu, là où je suis, je vous envoie ces coordonnées. Vous les prenez, vous les insérez dans QGIS. On va voir ensemble comment on insère ça, les coordonnées envoyées. Vous les insérez dans QGIS et ça vous amène les milliers. Vous pouvez faire la cartographie de ces milliers-là et vous faites l'extraction de ces milliers, vous faites la carte et directement vous pouvez faire la mise en page et vous l'envoyez. Vous voyez ça. À partir seulement de quoi? À partir des coordonnées géographiques. Mais également, une fois on vous donne un projet cartographique, vous ne pouvez pas faire la carte et vous laisser les coordonnées géographiques. Pourquoi il faut mettre les coordonnées géographiques? Il faut mettre les coordonnées géographiques sur la carte pour avoir l'assurance si réellement ces milliers appartient à la RDC par exemple. On a fait la cartographie du territoire d'Uvira. Et puis vous envoyez au bailleur, le bailleur regarde et il dit est-ce que ça c'est le territoire d'Uvira? Je ne sais pas les milliers, mais je vais insérer les coordonnées. Il voit les coordonnées que vous avez mis sur la carte, il va les prendre, il insère dans le logiciel, directement ça envoie les milliers là propres. Et il voit ça c'est vraiment Uvira. Oui, oui, donc le type a bien fait le travail. Alors si vous projetez mal, vous êtes en train de faire la cartographie quelque part dans QGIS, vous avez cliqué mal et les coordonnées seront biaisées. Au lieu que ça vous donne de vraies coordonnées, ça va vous amener des mauvaises coordonnées et là vous allez imprimer une carte avec des mauvaises coordonnées, ce qui va donner une mauvaise impression aux gens qui vont vous lire. Ils vont dire directement que ça c'est une carte qui n'est pas appropriée au milieu qu'on vous a envoyé ou au milieu propre. Vous voyez ça. Donc vous écrivez la carte de la ville d'Uvira et puis en regardant les coordonnées, on se demande non, la ville d'Uvira n'est pas située à ces coordonnées. Celui qui maîtrise bien les milliers ou celui qui a déjà vérifié va te dire directement hein, tu as mal fait cette carte, ce n'est pas la ville d'Uvira. Ou soit tu as mal projeté. C'est pourquoi on dit ici importance, là attention, choisir les bons systèmes de référence des coordonnées est crucial. Travailler avec des couches utilisant les systèmes de référence des coordonnées différents sans les projeter ou sans les transformer mènera à des erreurs de superposition et de mesure. Cela veut dire quoi? Vous êtes en train de faire une carte et puis vous cliquez mal là où on projette les coordonnées puisque dans les logiciels, il y a quelque part là où vous projetez les coordonnées géographiques et ça vient d'une manière automatique. Alors si vous êtes en train de faire la cartographie et que vous avez très mal projeté, vous avez mal projeté votre carte, vous avez mal projeté votre système de référence des coordonnées, ça va amener des fausses coordonnées et ce que j'ai dit précédemment que ça va donner une mauvaise impression aux gens. Ils vont dire que ce n'est pas une carte appropriée à ce milieu-là. C'est pourquoi je vous conseille de vérifier à chaque fois. Pourquoi? Parce que les coordonnées sont très importantes sur une carte. Une carte sans coordonnées, c'est une carte miouette. C'est une carte qui ne reflète pas, qui ne représente pas aucun milieu sur la Terre. Où est-ce qu'on peut l'attribuer? Quelqu'un peut dire que c'est une carte de Danemark qui peut refuser. On ne peut pas refuser parce que ça n'a pas de coordonnées. Alors quand il y a des coordonnées, c'est facile de vérifier cette carte appartient à quel milieu. Et là, on prélève directement, c'est dans un continent quelconque. C'est ça. C'est ça l'importance des systèmes de coordonnées de projection. Vraiment là, j'insiste. Quand je vais vous rappeler de ça,
dans les logiciels, suivez-moi attentivement. C'est très très important pour les coordonnées géographiques. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on choisit les bons systèmes de coordonnées et projection, ou comment est-ce qu'on choisit une très bonne projection pour ne pas avoir des problèmes dans des coordonnées lorsqu'on fait la mise en page. Pourquoi? Parce que quand on projette bien, le logiciel lui-même te donne des coordonnées de ces milliers-là automatiquement. Pourquoi? Parce que vous avez très très bien projeté. Pourquoi? Parce que vous avez très très bien choisi un bon système. C'est ça. Donc, veuillez vraiment tenir compte de cela. Merci beaucoup pour ça. Et sinon, on continue avec notre formation. Nous avons fini les premiers volets. C'était les systèmes d'information géographique, toujours dans le premier module. Prenons maintenant le deuxième volet, la télédétection. Parlons un peu de la télédétection. Les bases de la télédétection. La télédétection, définition et principe physique. La télédétection est l'ensemble des techniques permettant d'obtenir de l'information sur un objet, une surface ou un phénomène sans contact direct, général par l'enregistrement de l'énergie électromagnétique réfléchie ou émise. Le processus est basé par l'interaction entre l'énergie venant du soleil ou du capteur et la matière. En français facile, qu'est-ce que cela veut dire? La télédétection est une technique qui consiste à avoir les informations d'un lieu, à avoir les informations d'un objet sans être en contact direct avec celui-ci. C'est ça, télédétection. Alors, pour avoir ces informations, on utilise les capteurs. Les capteurs, ça peut être un drone, ça peut être un satellite, ça peut être un avion. Tout ça sont des capteurs. Ça dépend alors de celui dont vous allez utiliser. Là, on donne les principes, les processus pour maintenant avoir les informations en télédétection. Il faut passer par des différentes étapes. La première étape, il faut vous rassurer qu'il y a du soleil. Et donc, qu'il y a une source de la lumière. On ne peut pas avoir les informations, une image d'un lieu donné et qu'il n'y a pas de la lumière, donc pendant la nuit. C'est tellement impossible. Mais aussi, si vous utilisez des drones ou un avion, il y a des drones, il y a des avions qui produisent leur propre lumière. Là, on va parler alors des capteurs actifs. Un capteur captif, c'est un capteur qui produit sa propre lumière. Tandis qu'un capteur passif, c'est quand on utilise le soleil. Là, le capteur, on dit le capteur est passif. Et pourquoi? Parce qu'il ne produit pas sa propre lumière. Et là, maintenant, il y a le soleil, les points A, premier processus. Donc, c'est rassuré qu'il y a du soleil. Le soleil est là, le premier processus. Deuxième processus, le soleil, quand il est en train de rayonner la Terre, il passe au point B. Le point B, c'est quoi? C'est l'atmosphère. Vous voyez là-bas, il y a des nuages. Les nuages font quoi? Ou l'atmosphère fait quoi? L'atmosphère fait des actions. La première action, l'atmosphère absorbe les rayons solaires, une quantité de rayonnement. C'est ce qu'on appelle l'absorption. Et une autre quantité est réfléchie. On parle de la réflexion de la lumière. La lumière qui a été maintenant réfléchie s'oriente où? La lumière qui a été réfléchie s'oriente vers l'objet. C'est ça. Donc le point B parle de l'interaction avec quoi? Avec l'atmosphère. La lumière qui quitte sur le soleil ne pique pas directement les milieux. Non. La lumière pique d'abord l'atmosphère. Pourquoi? Parce que à un moment donné, les nuages peuvent être là
et empêche le soleil d'éclairer votre cible. Et ça arrive parfois quand il veut pleuvoir. Après un moment donné, je donne un exemple, nous sommes à 9h par exemple, et puis il veut pleuvoir, vous allez voir, il y a des nuages sombres qui vont venir et vont empêcher le soleil, et vont empêcher les rayons solaires. Et directement, nous allons croire qu'il fait nuit. Non, il ne fait pas nuit, c'est juste, il y a l'empêchement des rayons solaires. À ce moment-là, vous ne pouvez pas capter la cible, vous ne pouvez pas capter l'image. Vous ne pouvez pas utiliser votre capteur. Le capteur est au-dessus des nuages, ne peut pas être en mesure de capturer les images ou les informations se trouvant sur la Terre alors qu'il y a des nuages là-bas. Donc, il y a aussi une interaction existante entre le Soleil et l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle maintenant l'interaction avec l'atmosphère. Le point C, troisième étape, c'est la cible, les milliers. Ça, c'est les milliers que vous voulez capturer. Les milliers que le capteur veut capturer. C'est ça, les milliers. Et après, les points D, c'est ça les capteurs. Je vous ai dit, les capteurs, ça peut être un drone, ça peut être un avion, ça peut être un satellite. Mais beaucoup plus, moi, j'utilise quoi? J'utilise les satellites. Et c'est ce que vous voyez ici, parce que les satellites sont déjà mis en orbite depuis bien avant. Ils sont là disponibles et ont des images de presque tous les milliers existants du monde. Depuis 1970, 1990, 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a les images qui sont gardées dans les serveurs des satellites, dans les serveurs des capteurs satellites. Donc, il n'y a que vous cherchez une telle image, vous allez quelque part et puis vous prenez cette image. Et là, nous allons voir ça avec notre télédétection, avec notre formation. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on télécharge une image satellitaire. Je vais vous montrer les liens, on va télécharger ensemble petit à petit. Je vais vous montrer jusqu'à ce qu'on aura une image satellitaire. À part ça, les points D, c'est les capteurs. Les points E. Les points E, c'est les contacts. C'est les contacts avec l'enregistreur. Les contacts avec l'enregistreur. Ici, ça y est, ici. Bon, ça c'est l'antenne parabolique, comme vous voyez ici. Ça nous permet d'avoir les informations maintenant du capteur. Ça nous permet d'avoir la connexion. Ça nous connecte au capteur pour avoir les informations. Ce sont les points E. Et le point F maintenant, c'est ça notre machine ordinateur. Machine ordinateur maintenant, c'est ça la réception. On a déjà reçu l'image qui nous a été donnée par le capteur à travers quoi? À travers cette antenne ici, ça nous donne l'image déjà. Et le point G, c'est déjà les traitements. On a déjà traité l'image et on peut passer maintenant à l'application. Donc, on peut passer maintenant à la cartographie. On extrait la zone qu'on veut utiliser et puis on peut maintenant publier si on veut publier. On peut donner au bailleur si on a été donné, si c'est un projet qu'on nous a donné. En fait, c'est ça. Ce sont là les bases de la télédétection. Alors, la télédétection, pour que les capteurs parviennent à capturer une image, les capteurs utilisent ce qu'on appelle les spectres électromagnétiques et les bandes. Ici, on dit les capteurs enregistrent l'énergie sur différentes longueurs d'onde, appelées les bandes spectrales. Ici, les capteurs, pour y enregistrer une image ou capturer une image, ça capture l'image avec les bandes. Et donc, une image est constituée de bandes. C'est ça. Alors, il y a des bandes qui sont visibles, des bandes que nous voyons bleu, vert, rouge. Et là, on dit c'est que l'œil humain perçoit. C'est ça le schéma ici. Ça, c'est ça. Les capteurs enregistrent l'image. Et donc, pour que le capteur parvienne à capturer l'image ou enregistrer une image, ça enregistre une image à partir des bandes appelées les spectres électromagnétiques. Ils sont là. Et là maintenant,
vous allez voir une image est constituée des trois couleurs qui sont visibles. Là, c'est ça. Vous voyez ces spectres ici, électromagnétiques, bleu, bande bleue, qui est là. La bande bleue. Ici, la bande bleue, toujours des capteurs, sert à faire quoi? Sert à détecter sur votre milieu là où on trouve une zone humide, une surface d'eau, une rivière, excusez, un cours d'eau, un fleuve, un lac, tout ce qui est comme eau. C'est ça la bande bleue a pour rôle. La bande verte a pour rôle de détecter là où se trouve la végétation. Toutes sortes de végétation, la bande bleue enregistre ça. Et la bande rouge cherche maintenant là où il n'y a pas ni végétation, là où il n'y a pas ni eau. C'est ce qu'on a appelé auparavant et précédemment les zones bâties, les zones habitées. Et puis, le mélange de toutes ces bandes, ça nous produit l'image que vous voyez ici. Ça nous donne maintenant, et vous savez que c'est de cette manière dont l'image satellitaire apparaît, comme ça. Maintenant, vous pouvez utiliser les logiciels pour extraire ça seulement, et vous faites déjà une carte, et vous faites la classification. Ça, c'est peut-être la zone bâtie, ce sont des routes, ce sont des maisons, et vous classifiez comme ça, vous terminez votre carte. Il y a aussi d'autres bandes qui sont invisibles. Ça, ce sont des bandes visibles. Il y a les proches infrarouges. C'est très important car il révèle la santé de la végétation, forte réflectance. Moyen infrarouge thermique, utilisé pour mesurer la température des surfaces thermiques. Quand vous voyez terme thermique, c'est fait allusion directement à quoi? Et à la température. Et donc, il y a d'autres bandes qui sont invisibles. Donc, ce n'est pas ici. Mais ça enregistre aussi d'autres informations capitales. C'est ça, les spectres électromagnétiques et les bandes. Maintenant, pour faire la classification ou la résolution d'une image satellitaire, la qualité et l'utilité d'une image sont déterminées par c'est par deux types de résolution. Excusez, là on a mal écrit. C'est par deux types de résolution. C'est une faute. Par deux types de résolution. Il y a la résolution spatiale. Il y a aussi la résolution spectrale. La résolution spatiale, c'est quand on se base sur les traitements des pixels. Donc, les pixels, vous entendrez parler des pixels. Les pixels, c'est les tout petits éléments d'une image. Laisse-moi revenir sur la deuxième sur le spectre électromagnétique. Si vous regardez ici, ça c'est une image, non? C'est une image satellitaire. Maintenant, là on fait un fond. Donc tout ce qui constitue cette image est constituée de pixels. Et donc le petit élément de l'image, c'est ce qu'on appelle les pixels. L'ensemble des pixels forme une image. C'est ce qu'on appelle pixels. Donc vous entendrez parler de pixels. Ce sont des petits éléments qui forment une image, qui constituent une image. Sans pixels, aucune image. Vous voyez ça? Alors, les pixels portent des valeurs. Des valeurs peuvent avoir 182. Ce sont des valeurs invisibles, mais des valeurs qui ont des couleurs. Vous allez voir là où il y a peut-être la végétation. Ce sont des pixels qui ont la couleur verte. Et puis ça montre la végétation. Là où il y a des zones, des surfaces d'eau, ce sont des pixels qui ont la valeur des eaux. Maintenant, ça donne la couleur bleue pour dire que ce sont des eaux. C'est pour dire afin, je vais vous confirmer que pixel, c'est le petit élément d'une image. Donc, l'image est constituée de quoi? L'image est constituée de pixels. La résolution spatiale, j'ai parlé de deux résolutions. La taille du plus petit élément, la taille du pixel que l'on peut distinguer du sol, 10 mètres pour sentinelle 2, pour la valeur est petite pour la résolution, plus la résolution est fine. Retenez seulement ceci, on parle de la résolution spatiale, une résolution qui est basée sur les petits éléments d'une image. C'est ça la résolution spatiale. Je donne un exemple.
on met une image là-bas, et puis toi, tu veux faire la classification. Tu veux couper cette image en différentes classes. Tu veux dire, ça, ce sont les eaux, ça, c'est la végétation, ça, ce sont les zones bâties. Alors, tu seras en train d'attribuer la couleur à chaque classe. Couleur verte, couleur... Alors, cette action-là est appelée une résolution spatiale. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous baser sur les pixels ayant une même couleur pour attribuer la couleur de votre choix. Tandis que la résolution spectrale, c'est quand vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire le traitement d'une image en vous basant sur les bandes. Je vous ai dit qu'il y a trois bandes. Il y a bande bleue, bande rouge, il y a aussi bande bleue, bande verte et bande rouge. Alors, une image satellitaire porte beaucoup de bandes. Je vous ai montré d'abord les trois bandes qui sont visibles. Il y a les autres, il y a les autres, il y a les autres. Mais très important dans la résolution ou la classification d'une image. Alors, avec ces bandes, moi je peux dire non. Moi je fais la cartographie de la surveillance des eaux. Toi tu n'auras pas utilisé la bande verte. Pourquoi? Parce que la bande verte est concentrée dans la végétation. Toi tu choisis alors, comme ce sont les eaux, je vais prendre la bande bleue, je vais prendre la bande rouge pour différencier les milieux là où il n'y a pas de l'eau. Je vais prendre aussi d'autres bandes pour me permettre une bonne classification. Je vais faire la classification je vais faire la cartographie de la végétation. Je ne peux pas prendre aussi la bande bleue. Pourquoi? Parce que la bande bleue, c'est pour les eaux. La bande verte, c'est pour la végétation. Alors, je vais prendre la bande verte. C'est ça. Alors là, je viendrai maintenant vous dire comment est-ce qu'on choisit les bandes quand nous serons en train de télécharger, quand nous serons en train de faire la classification. C'est dans notre formation toujours. Soyez toujours là, ponctuels, et vous allez voir ce que nous allons faire ensemble avec vous. C'est ça, donc, les différentes résolutions, les deux principales résolutions d'une image satellite. Résolution spatiale et la résolution spectrale. Spatiale, c'est pour les pixels, donc vous concentrez pour différencier la couleur des pixels. Et là, la résolution spectrale, c'est pour les bandes. C'est pour les bandes. Alors, on passe à la suite. Merci beaucoup pour votre attention. C'est comme si j'ai fini pour cette session et je vous invite de ne pas manquer la seconde session, la deuxième session, excusez. Ça va nous permettre maintenant de pratiquer ce qu'on a vu et nous allons directement commencer notre deuxième module, donc la prise en main de QGIS. Nous allons directement commencer notre logiciel là. On étudie ensemble avec vous ce que constitue la page d'accueil et donc tous les éléments de notre logiciel, et on voit comment est-ce qu'on intègre les données. Et donc c'est notre deuxième session sera un peu pratique. Merci beaucoup pour votre attention.